Merci beaucoup pour cette introduction. Ce travail sur les inégalités de mortalité est fait avec Florian Bonnet et Hippolyte Dalby, mes deux collègues à Paris également, à l'INED et à la PSE. Donc, je suis chercheur au CNRS et je travaille sur des questions à la croisée entre développement économique et santé. Et donc, je m'intéresse à la fois sur des sujets de santé au nord, mais également au sud. Donc, je suis très heureux d'être là parce que j'avais présenté dans ce séminaire il y a maintenant une dizaine d'années, qui était à l'époque à l'avant-garde des séminaires en ligne. Et donc, c'est un plaisir de revenir à nouveau maintenant que les séminaires en ligne sont le quotidien de notre travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'inégalité de mortalité dans une perspective historique et peut-être un peu plus largement aussi dans une perspective contemporaine. Donc, en guise d'introduction, les inégalités de mortalité et de revenus, en fait, ont connu un regain d'intérêt dans les dernières décennies. Il y a un regain d'intérêt non seulement pour le sujet du fait de la crise Covid, mais aussi du fait d'un regain d'intérêt aux États-Unis sur ce sujet-là. Donc, la relation entre revenus et mortalité est bien établie, mais elle reste encore peu comprise, notamment d'un point de vue historique. Donc, on se souvient de cette citation d'Eaton qui, dans le Journal of Economic Literature, nous disait que les histoires sur les inégalités de revenus, les inégalités de mortalité également, sont plus fortes que les preuves. Donc, il peut y avoir, pour synthétiser globalement, deux mécanismes. Un mécanisme négatif qui est plutôt que la provision de biens publics dans des membres d'une communauté où il y a de fortes inégalités peut être plus difficile qu'en présence de faibles inégalités, avec le cas extrême de l'anomie sociale et du chaos évoqué par Durkheim, et un mécanisme plus positif qui est que les pauvres peuvent aussi bénéficier des biens publics dans les zones où ils sont avec des riches. Et donc, c'est plutôt la perspective actuelle de Raj-Chetty, on va dire. Et il y a évidemment différentes inégalités, pas que de revenus, ségrégation, inégalité spatiale. Et il y a également d'autres aspects qui rentrent dans cette relation, notamment les comportements de santé, les conditions locales, mais aussi les inégalités sociales. Donc pour vous, je n'ai pas le temps de vous faire une revue de littérature exhaustive, mais je dirais qu'aux États-Unis, il y a probablement 3 papiers qui ont été très influents ces dernières années. Donc le papier un peu booming d'Eaton et Keyes sur la mortalité, la convergence de la mortalité entre blancs et noirs américains aux États-Unis, et aussi sur les maladies du désespoir chez les blancs américains, et notamment dans la classe moyenne et chez les adultes. Il y a le papier de Raj-Chetty aussi dans le JAMA qui indique qu'il y a donc une inégalité croissante d'espérance de vie aux États-Unis, malgré une grande variation entre zones. Et puis enfin, il y a un papier plus optimiste qui est au niveau de zones agrégées, en fait, plus que d'individus, et qui montre qu'il y aurait une inégalité plutôt décroissante chez les plus jeunes. Donc, c'est un message plus optimiste. En France, évidemment, il y a d'autres papiers. Il y a Magali Barbieri qui travaille à la fois aux États-Unis, qui a d'autres papiers sur les États-Unis et sur la France, qui montrent qu'il y a entre 70 et 2010, on va dire, des disparités géographiques croissantes en France, mais une convergence homme-femme sur les inégalités de mortalité et d'espérance de vie. Il y a évidemment le papier de Ney et Bruno Van Cloo, que je salue aujourd'hui s'il est là, qui montre qu'en fait les mécanismes redistributifs sur l'assurance santé en France sont empêchés par des inégalités sociales de santé. Et puis il y a un papier, il y a d'autres papiers plus larges en Europe, notamment de McEnbach et d'autres, qui montrent qu'il y a plutôt des inégalités décroissantes en Europe sur ce sujet-là. Donc, ce papier que je vous présente aujourd'hui, en fait, est plutôt une combinaison de papiers, en fait, et fait suite à des travaux qu'on a menés depuis maintenant 6-7 ans sur le lien entre économie, inégalité et mortalité. Et donc, des études que j'ai menées avec d'autres aux États-Unis ou en France, mais également des études de mes co-auteurs
sur les inégalités spatiales de mortalité, donc notamment un papier dans PDR et un autre papier dans la revue Économie et Statistique sur les inégalités de revenus que nous allons combiner avec la mortalité. Et le dernier papier de cette série qui est paru récemment est un papier dans PNAS sur les inégalités de mortalité, en comparant blanc et noir américains aux États-Unis, mais aussi relativement à la mortalité européenne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, je vais vous introduire les méthodes simples qu'on utilise dans ce cadre analytique. Je vais vous montrer quelques résultats récents, mais aussi fournir une perspective historique avec les challenges méthodologiques que l'on peut avoir dans ce type d'études et essayer de donner une interprétation des résultats qui n'est pas causale. J'y reviendrai. Donc, en termes de background, pour revenir sur les aspects de méthode, de façon simplifiée, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe des zones géographiques par niveau de pauvreté et on obtient donc des quantiles de pauvreté qui ont une taille de population à peu près identique. On calcule les taux de mortalité dans ces zones agrégées et on observe le gradient de mortalité que vous avez ici. On peut les observer en évolutif, donc c'est-à-dire que, par exemple, la courbe bleue que vous avez sur la gauche vous donne l'année la plus ancienne. En abscisse, vous avez les plus riches à gauche et les plus pauvres à droite. Donc, on parle de départements ou de zones agrégées. Et en ordonnée, vous avez le taux de mortalité. Donc, si vous avez une pente positive, plus la pente est positive, plus vous avez d'inégalités. Et au cours du temps, donc en passant de la courbe bleue à la courbe verte, vous voyez si les inégalités se réduisent ou augmentent, comme l'indiquent les deux graphes à droite de l'écran. Et vous pouvez aussi avoir une inégalité stable dans le cas d'une tendance parallèle. Donc c'est assez simple. On peut le connecter à une analyse économétrique un peu plus détaillée si on veut savoir si les inégalités évoluent de façon significative ou non. Et ça s'assimile un peu à un cadre de différence en différence, notamment quand on a plusieurs comparaisons entre différents pays à ce niveau-là. Donc évidemment, on est dans une analyse qui n'est pas totalement causale et donc l'interprétation doit être prudente. Mais les graphes de ce type, en fait, qui collent aux données, peuvent permettre d'avoir des interprétations saillantes qui peuvent nous conduire à avoir une interprétation causale néanmoins. Donc, l'intérêt de ce cadre simplifié, en fait, c'est qu'on peut comparer, par exemple, des populations à peu près stables et analyser les taux de mortalité, les différences de taux de mortalité entre des groupes au cours du temps. C'est une analyse un peu similaire à celle de Singh dans le International Journal of Epidemiology en 2006, avec quelques ajustements. Donc, les avantages de cette approche, c'est que par rapport à d'autres sous-groupes qui seraient définis de façon très précise par ethnie ou par éducation, là, ici, on arrive à calculer, donc de façon méthodologique, on arrive à calculer des taux de mortalité assez précis. Et c'est notamment utile quand on désagrège par âge, ce que l'on va faire ici. Au niveau des effets de composition, ça a aussi un intérêt parce qu'on peut avoir des populations agrégées donc, qui sont relativement stables au cours du temps et éviter donc, certains biais qui peuvent être dus à des migrations sélectives, par exemple, ou d'autres effets de composition. Au niveau des inconvénients, on ne peut pas dire grand-chose, par contre, en termes d'inégalité au sein des zones, mais on est plutôt sur de l'analyse interzone. Alors, pourquoi on se focalise plutôt sur le taux de mortalité? Donc, vous savez bien que l'espérance de vie peut avoir des inconvénients, notamment la mortalité spécifique par âge. On fait l'hypothèse qu'elle reste constante au cours du temps pour une coordonnée. Et également, l'espérance de vie, selon le contexte ou le pays, peut être dominée par certains groupes d'âge, donc mortalité infantile, par exemple, dans les pays à faible revenu, ou mortalité à âge élevé dans d'autres pays. Donc, au niveau des résultats sur la France au cours des 30 dernières années, qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe, si vous voyez ma souris, on observe des inégalités. Enfin, on observe déjà que la mortalité a beaucoup diminué au cours des 30 dernières années, que ce soit en France ou aux USA. On observe également que les inégalités de mortalité, donc la pente de notre gradient, est beaucoup plus forte
aux USA qu'aux États-Unis aux USA qu'en France, pardon, de façon globale, mais qu'elles ont quand même fortement diminué aux États-Unis, notamment chez les populations les plus jeunes. Il est aussi impressionnant en fait de voir que pour certains groupes d'âge, la mortalité aux États-Unis en 2010 peut être parfois proche de celle de 90 en France pour les plus pauvres. Si vous regardez certaines des courbes pour certains âges en particulier, vous observez ce type de phénomène. Quand on voit également des courbes qui se croisent donc entre pays, je répète ici, vous avez l'évolution de la mortalité donc en rouge pour la France et en bleu pour les États-Unis entre 1990 et globalement 2010. Quand on observe des courbes qui se croisent entre pays notamment, on peut se dire qu'une plus forte égalité peut se faire au détriment des plus riches également. Et donc parfois, les États-Unis ont un niveau de mortalité inférieur à celui de la France pour les populations les plus riches. Donc globalement, nos résultats sont à peu près similaires au niveau des hommes et des femmes. Je peux vous montrer tout de suite le graphique pour les femmes. Mais on voit aussi également que les inégalités qui sont parfois plus fortes à des âges élevés pourraient aussi traduire donc des inégalités sociales qui s'accumulent au cours du temps. Et donc, à partir de simples graphes de mortalité par âge, on peut quand même donner pas mal de conclusions et de résultats descriptifs. Donc, à partir de ce graphe-là en particulier, on peut se dire que probablement le système français est beaucoup plus égalitaire que les systèmes américains, mais également néanmoins que les politiques sociales, à la fois aux États-Unis et en France, peuvent permettre de lutter contre ces inégalités. Et on le voit bien, notamment avec les politiques sociales mises en place aux États-Unis, notamment chez les femmes enceintes ou chez les plus jeunes. Donc pour les femmes, je vous l'ai dit, les résultats sont à peu près similaires, en tout cas les conclusions majeures sont similaires. Et donc je passe très vite sur ce deuxième graphe. Au niveau de la mesure, on nous a souvent reproché d'avoir des mesures qui ne sont pas comparables. La mesure de la pauvreté est différente aux États-Unis et en France. Donc en fait, on a repris la définition française de la pauvreté pour l'appliquer à celle des États-Unis. On voit qu'on a une corrélation quasi parfaite entre les deux. Donc c'est pas vraiment un problème de mesure. On peut aussi utiliser, au lieu d'avoir un ranking de pauvreté, on peut utiliser la mesure brute de pauvreté. On sait que les inégalités sont probablement plus larges, les disparités sont plus larges aux États-Unis qu'en France, mais quand on utilise la mesure de pauvreté brute, on a globalement les mêmes résultats. On peut utiliser également d'autres mesures que la pauvreté. Donc, on peut utiliser l'éducation, on peut utiliser le revenu médian, et on obtient globalement à chaque fois à peu près les mêmes résultats également. Donc, ces résultats sont assez robustes finalement à pas mal de choses. Ensuite, à partir de ces exercices-là, on peut faire des exercices de contrôle factuel par cause. En fait. C'est-à-dire qu'on peut simuler la mortalité générale américaine, par âge évidemment, à partir de ce qu'elle aurait été si on lui applique certaines causes spécifiques, certains taux de mortalité avec des taux de mortalité spécifiques à la France. Par exemple, si je prends les taux français d'accidents routiers et autres, et que je les applique aux États-Unis, on voit que la mortalité générale américaine pour ces classes d'âge décroît légèrement, mais les inégalités ne décroissent pas véritablement. La pente reste toujours la même sur la courbe verte ici, qui est l'exercice de contrefactuel. Donc, on peut le faire aussi pour les maladies du désespoir. Et là, vous voyez bien que finalement, en fait, on a l'impression que les maladies du désespoir n'affectent pas tant que ça la mortalité aux États-Unis, puisque elles sont relativement beaucoup plus faibles en France et elles n'affectent pas tant que ça la mortalité générale américaine. Sur les taux de cancer, à l'inverse, on s'aperçoit que la France performe assez mal, puisque les États-Unis semblent avoir, si on applique les taux français de mortalité par cancer, un taux de mortalité plus élevé sur ces catégories d'âge-là. Donc la France, ça voudrait dire que la France performe moins bien en termes de lutte contre le cancer que les États-Unis. Enfin, pour terminer avec cette partie un peu contemporaine, au niveau de la comparaison blanc-noir américain, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte convergence des Noirs américains, malgré un écart toujours très important, il faut le souligner, entre blancs et noirs aux États-Unis. Donc ici, vous avez en rouge les populations noires américaines, en bleu les populations blanches américaines, et en noir, vous avez les populations européennes. Donc, on voit qu'il y a une convergence sur ce groupe d'âge en particulier, mais aussi sur d'autres groupes d'âge,
probablement du fait de progrès au niveau de la lutte contre les maladies fétales et néonatales ici, mais aussi par exemple sur le VIH ou sur les cancers. Cette convergence s'explique par des progrès à ce niveau-là. Alors bien sûr, l'espérance de vie atteint un plateau à partir de 2012 à peu près aux États-Unis pour les deux populations, mais on observe quand même ces progrès jusqu'en 2012. On observe également que, par exemple sur le graphe de 2018 ici, qu'il y a une divergence des Blancs américains avec l'Europe, alors que l'Europe continue à gagner en taux de mortalité, mais aussi en inégalité, avec plus d'égalité chez les Européens. Donc, je bascule désormais sur la partie plutôt historique, maintenant qu'on a un cadre général assez contemporain, et je reviens sur des analyses qui sont plutôt historiques. Évidemment, les analyses précédentes sont plutôt court terme, on est allé de 90 à 2018. Je pourrais vous montrer dans la discussion également des graphes similaires sur une période un peu plus récente. Mais une autre approche avait été développée en fait par mes collègues Florian et Hippolyte sur du plus long terme. Donc en fait, on s'est basé sur leurs travaux. Ils focalisent en fait sur une convergence des territoires, mais qui est plutôt déconnectée des revenus. Et donc on a voulu combiner leur approche spatiale avec l'approche précédente qui s'intéresse aux revenus. Et donc avoir une période de plus long terme. Donc, dans leurs travaux, ils montraient qu'il y avait une baisse des inégalités entre 1881 et 1980 entre départements français, période dans laquelle l'espérance de vie augmente. Et depuis 80, des inégalités spatiales qui avaient tendance à augmenter, et probablement du fait de disparités chez les plus vieux. Il montrait également que au niveau de la pénalité urbaine, il y avait donc une plus forte mortalité au XIXe siècle, et qu'aujourd'hui, il y avait plutôt un avantage urbain pour des grosses communes comme Lyon et Paris. Donc, on s'est focalisé en fait sur leurs travaux précédents. On a utilisé des bases de données et c'est un travail d'archives conséquent réalisé par Florian Bonnet qui est présenté dans 2 autres papiers. Et donc, pour les taux de mortalité, donc il a repris des archives de l'INSEE et il a appliqué le protocole HMD de Berkeley sur la Human Mortality Database pour récupérer les taux de mortalité par âge au cours du temps, donc sur pratiquement un siècle, voire un peu plus. Pour le revenu, ce sont des données également d'archives du ministère de l'économie et donc on a les revenus fiscaux pour la période 1922-2020. Donc mon titre était un peu erroné puisqu'en fait on commence en 1922 et non en 1920, mais voilà, ça reste quand même un siècle de deux. Donc on fait la même chose en fait, on réplique les analyses que je vous ai montrées tout à l'heure de Curie et d'autres sur un siècle en France. Mais on a un petit challenge ici aussi, puisque en fait les âges chronologiques évoluent et peuvent générer des biais, dans l'analyse. Et donc, quand on a des analyses en très longue période, on sait que les espérances de vie ont drastiquement évolué au cours du siècle, et donc on va appliquer une sorte de méthode de standardisation qui permet de tester la robustesse de ces résultats. Et analyser donc à partir de jalons de mortalité plutôt que d'âge chronologique. Donc je commence par les analyses graphiques par âge chronologique. Donc là on a un exemple chez les hommes par âge. Donc on constate en fait que pratiquement pour tous les groupes d'âge le gradient est négatif, ce qui veut dire que chez les plus riches, donc à gauche, la mortalité était plus élevée il y a un siècle que chez les plus pauvres. Et on observe un retournement du gradient progressif au cours du temps qui a eu lieu à peu près dans les années 70 et qui aboutit à une courbe qui est quasi plate, sauf chez les catégories les plus âgées. Donc, en zoomant sur certaines catégories d'âge, à la fois pour les hommes et les femmes, on obtient globalement les mêmes types de conclusions. Et donc, on peut penser qu'il y a une sorte de pénalité urbaine également, puisque les zones les plus riches étaient également les zones les plus densément peuplées et les zones les plus pauvres étaient plutôt probablement plus rurales. Et une pénalité urbaine il y a un siècle qui s'est probablement estompée, mais seulement récemment, après la Seconde Guerre mondiale.
On a repris la même méthode, mais on a essayé de la faire un peu en continu, hein, si vous voulez, à partir d'une régression assez simple, hein, dans laquelle on pourrait la complexifier, hein, comme je l'ai dit, pour avoir de la différence en différence un peu plus complexe. Mais ici, en fait, vous avez les coefficients, au lieu d'avoir quelques années sélectionnées, vous avez les coefficients en continu. Et donc, vous obtenez le retournement du gradient qui passe de négatif à positif, à peu près autour des années 1970. Selon, évidemment, ça varie légèrement selon les groupes d'âge, mais globalement, la période de retournement est à peu près similaire. Le grisé que vous avez ici, c'est la guerre, la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas pris les données de la Seconde Guerre mondiale. Donc, au niveau de la méthode de standardisation, en fait, je vous l'ai dit, hein, on a une méthode de standardisation en fait, où on utilise des jalons de mortalité, c'est-à-dire on regarde à quel âge en fait, est atteint un certain taux de mortalité. Par exemple, en France, en 1930, les hommes atteignaient un taux de mortalité de 2,5 pour 1000 avant l'âge de 50 ans, alors que maintenant, le même taux serait atteint à l'âge de 65 ans. Et donc, on peut, avec ces jalons de mortalité, avoir en fait une espèce de standardisation de l'âge, et au lieu de prendre des groupes d'âge fixes pour chaque année, on prend les jalons de mortalité comme référence. Chaque jalon de mortalité, on sélectionne l'âge correspondant au niveau national et on régénère le gradient comme on l'a fait précédemment en utilisant ces âges standardisés au lieu des âges chronologiques. Donc, quand on fait ça, donc on peut regarder les âges auxquels certains taux de mortalité sont atteints, et on voit clairement qu'il y a une évolution des âges auxquels certains taux de mortalité sont atteints, et on peut reproduire donc la figure de gradient continu que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de tester la robustesse de nos résultats, et on voit qu'il y a toujours ce retournement du gradient, malgré l'ajustement des écarts d'espérance de vie au cours du temps, par exemple. Et donc, on voit bien que le gradient se retourne à peu près, encore une fois, autour des années 1900. Là aussi, on a fait quelques petits tests de mesure du revenu. Hein, donc, comme on l'avait fait précédemment, si on prend, au lieu d'utiliser un classement percentile, on prend des valeurs de revenus, on obtient à peu près les mêmes résultats et les mêmes retournements du gradient à peu près en mêmes années sur ce résultat. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces analyses graphiques qui sont complétées dans les papiers par des analyses, par des tables un peu plus détaillées? Premièrement, que le lien entre inégalité de revenus et mortalité n'est pas systématique. Hein. Les politiques sociales peuvent casser ce lien, notamment en France, même s'il persiste à des âges élevés des inégalités sociales de santé. Deuxièmement, l'analyse de long terme révèle en fait qu'il y a un renversement systématique du gradient qui a eu lieu autour des années 70 pour les deux genres et pratiquement tous les âges de mortalité étudiés. Et cela veut dire que probablement en fait la pénalité urbaine, qui était surtout considérée comme un fait du 19e siècle, était probablement encore prévalente après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 70. Et donc ça, c'est important pour comprendre probablement les progrès du système de santé, mais aussi les effets du développement sur la santé. C'est également important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec le retour d'une maladie infectieuse qui affecte les plus âgés, on a l'impression aussi que cette pénalité urbaine pourrait revenir. Et au niveau de l'inégalité de mortalité, ce que l'on constate dans les graphes précédents, donc si je reviens sur le graphe ici, c'est que dans les 2 dernières années récentes de la crise Covid, on a l'impression qu'il y a une chute drastique du gradient, et donc on pourrait revenir à un taux de mortalité, à un gradient qui devient négatif, et à un taux de mortalité beaucoup plus élevé chez les zones les plus denses et les plus riches. Donc, notre estimation est qu'à peu près, on est retourné à un niveau d'inégalité d'il y a à peu près 10 ans avant pour les plus âgés. Donc voilà, j'en ai terminé à peu près ici. Au niveau des pistes de recherche,
L'idée est d'explorer à peu près la même chose au sud. Donc, j'ai un doctorant qui travaille sur ces sujets-là en analyse comparative, qui a un papier sur le Chili et le Brésil. Et on a commencé à développer aussi des analyses similaires dans 80 pays du Sud. Et également avec d'autres collègues, donc avec, je l'espère, Hippolyte et Florian, essayer d'explorer un peu plus ce qui se passe dans la période récente au niveau des inégalités de mortalité pendant la période Covid, et notamment par âge et par cause de mortalité. Donc peut-être le seul slide en français de cette présentation. Merci de votre attention et puis je suis disponible pour vos questions.